On est extrêmement content de vous accueillir ce soir pour cette rencontre table ronde autour de la culture, de l'art, de l'éducation populaire. Surtout dans un lieu comme celui-là, c'est juste pour le nom qu'il porte, la Maison du Peuple. Je pense que c'est pas mal que ce soit là. C'est pas du luxe, mais bon, on y est, on est bien ici. Avant toute chose, il y aura des suites, je vais y revenir, d'autres y reviendront aussi, mais pour cette première, il y a à l'entrée sur une table là-bas une feuille de contact. Si vous souhaitez être informé, venir participer, il faut absolument la remplir, sinon on ne vous retrouvera pas forcément, même si on essaye de faire notre boulot à peu près correctement. Voilà. Pourquoi cette rencontre? Comment elle vient? En fait, vous avez eu cette invitation de Réseau Culture, PCF. En fait, c'est une initiative des communistes de Rouen au départ, qui s'est très vite élargie à d'autres communistes de l'agglomération, de la métropole, mais en plus de ça, aussi, très vite élargie aussi à des non-encartés, je déteste ce mot, c'est insupportable, mais bon, enfin des gens qui ne sont pas communistes, quoi, mais qui avaient envie de participer à cette rencontre pour, j'ai entendu tout à l'heure, peut-être oser la culture. Et je pense que la formule est intéressante. La dernière période, qui date pas tellement loin, on a eu une période électorale, je disais tout à l'heure, importante, avec la présidentielle, des élections et les législatives, des élections structurantes pour la société, où la question de la culture a totalement disparu. Il n'y a pas eu un mot, quelque part qui soit là-dessus. Et donc, il est temps maintenant, après l'échec du dernier quinquennat, que puisse reposer avec force l'art et la culture comme un des enjeux majeurs de la construction d'un projet de société émancipateur et qui soit le porteur d'une gauche de rupture et d'alternative. Nous avons besoin tous, je crois, vous le savez tous d'ailleurs, de l'art, de la culture, de l'éducation populaire, qui elle aussi a singulièrement disparu, pour combattre la crise qu'on vit dans notre société d'aujourd'hui. Crise sociale, économique, mais crise culturelle aussi, pour justement comprendre ce qu'est la vie et la politique d'aujourd'hui. La culture est le centre, et pas l'inverse. Je pense que c'est Alain qui disait ça, on s'est rencontrés à une discussion un peu avant, mais l'art et la culture ne sont pas au service de la politique, mais c'est bien l'inverse. Donc, pour cette première rencontre, en fait, c'est autour d'un sujet qui est très large. Alors évidemment, ça va être un peu compliqué pour tout le monde, mais il faut un début. Et donc, quelle politique publique pour l'art, la culture et l'éducation populaire? C'est un sujet énorme, mais chacun peut l'aborder avec ses envies, son sens, son envie de dire quelque chose sur un thème de prédilection ou pas, ou d'y aller très largement. Pour cette première rencontre, je vous dirai plus tard les suites que nous vous proposons, mais donc pour cette rencontre, nous avons invité Alain Ayot, qui est délégué national du Parti communiste français à la culture et qui était aussi sociologue. Merci Alain d'être venu. David Bobet, qui est directeur du Centre dramatique national, nous dirons, et qui est un metteur en scène reconnu, et qui a plein de spectacles ce soir en plus, si j'ai bien tout compris. C'est aussi pour ça que je vous dis tout de suite, c'est qu'on arrêtera, je vais me faire après parce que c'est fini, on arrêtera à 20h, il faut qu'on arrête pour libérer tous ceux qui ont du boulot ce soir, c'est le principe pour la culture, et en même temps, on continuera pour tous ceux qui peuvent rester autour d'un verre à continuer la discussion. Est avec nous aussi Véronique Simon-Houdet, qui est directrice du Centre culturel André Malraux de Rouen, sur les Hauts de Rouen, et Thomas Rollin,
du Safran Collectif, entre autres, de plein de collectifs, et qui est comédien. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite qu'on commence, et je vais passer la parole à Ayo, dire quelques mots, et qu'on puisse ensuite engager le débat, à la fois pour nos intervenants qui sont là, mais aussi avec vous, parce que l'important, c'est aussi d'entendre ce que vous avez à dire, et de comment on peut faire pour la suite. Donc, Alain, je te passe la parole. Merci de m'avoir invité à Rouen. Ça faisait un certain nombre d'années que je n'y étais pas venu. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui. On aurait pu se poser la question vraiment pourquoi c'était moi qui intervenu le premier. Mais en fait, je voudrais dire que je participe à des débats de ce type actuellement dans le pays, précisément parce que nous voulons renouer le lien avec un certain nombre d'acteurs culturels, un certain nombre d'artistes, et nous poser avec eux des questions sur l'avenir de l'art et de la culture, et en particulier, ce qui nous préoccupe beaucoup, l'avenir des politiques publiques en faveur de l'art et de la culture et de l'éducation populaire aujourd'hui. Effectivement, nous sommes assez préoccupés. Vous savez que le Parti communiste a une longue histoire dans son rapport à l'art et à la culture. C'est une histoire d'ailleurs qui n'est pas toujours, qui n'a pas toujours été jalonnée d'un tapis de rose. Mais en même temps, c'est sans doute le seul parti dans ce pays qui s'est beaucoup interrogé sur son rapport à l'art et à la culture et sur le rapport de la politique à l'art et à la culture. Et ce n'est pas un hasard si ce parti, dès les années 30, la libération en 1945, puis ensuite au moment de la création du ministère de la Culture, dans le milieu des années 60, avec ce qu'on a appelé, ce que les jeunes ne connaissent pas du tout, qui était la seule réunion du comité central du Parti communiste dont on a gardé la mémoire dans notre histoire et dans notre héritage. C'est un comité central qui s'est tenu avec comme ordre du jour la culture et les questions idéologiques. C'est le fameux comité central d'Argenteuil en 1966, où Aragon fait adopter un texte remarquable qui va être le fondement, qui va d'une certaine façon théoriser ce que nous faisions depuis un certain temps, qui va en finir avec les dérives du jdanovisme et du lysenkisme héritées du stalinisme, et qui va nous permettre de construire des politiques publiques, parce qu'on a l'habitude de dire que, au fond, la décentralisation culturelle, les politiques publiques de la culture, le service public de l'art et de la culture dans ce pays sont issus, à partir de la libération, d'un compromis historique entre les gaullistes et les communistes. Voilà. En gros, quand Malraux décide sa grande politique de décentralisation culturelle, les premières mairies qui accueillent des maisons de la culture, c'est Bourges, c'est Le Havre, ce sont les mairies communistes qui à partir d'une ambition forte qui était la nôtre, à la fois de dire au fond que l'art et la culture sont porteurs d'ouvre, voilà, quand l'art est capable d'invention et d'innovation, il ouvre des chemins à la liberté humaine. Quand la culture devient le bien commun d'un récit collectif émancipateur, il donne du sens à un projet de transformation sociale. Voilà, et nous sommes convaincus de ça, et nous sommes convaincus également qu'il n'y a pas d'émancipation politique sans émancipation culturelle, et que la force matérielle que peut porter un mouvement social est fortement induite par sa capacité à être porteur d'un vrai projet culturel émancipateur. Et par exemple, à contrario, moi je dirais aujourd'hui qu'une des grandes difficultés politiques que nous rencontrons,
c'est que nous avons énormément de mal, et je pense que c'est une dimension culturelle forte de notre combat qui nous manque, à transformer la colère sociale en force émancipatrice, en force politique émancipatrice. Et cette difficulté que nous avons à transformer la colère sociale en force matérielle, comme dirait Marx, eh bien, elle provient du fait que nous sous-estimons l'ampleur de la crise culturelle que nous traversons. Voilà. Alors, on l'a dit, pratiquement la dernière présidentielle et les dernières législatives ont montré que quasiment la culture avait disparu du paysage politique. Voilà, on n'en avait pas débattu. Vous prenez tous les débats télévisés, des primaires comme de la présidentielle, comme des législatives, regardez-les tous en boucle, et vous verrez qu'à aucun moment, la question culturelle a été posée dans le débat comme un enjeu. Voilà. Et c'est une question, pour les raisons que je viens de dire, qui nous préoccupe beaucoup. Donc à la fois parce que nous avons cet héritage historique et cette responsabilité d'une certaine façon que nous lègue l'histoire, et en même temps parce que nous partageons les craintes, les problèmes, la précarisation généralisée qui concerne le monde artistique et culturel, que nous partageons avec eux cette préoccupation. Télérama avait titré pendant la présidentielle « Et la culture bordel » à la une, en disant on va parler quand de culture, voilà. On va parler quand, voilà. Bon, non seulement on n'en parle pas, mais aujourd'hui un rapport, on a appelé ça, on avait fait une déclaration qu'on avait appelée la rue de Valois Papers. Voilà. Un rapport secret a été sorti, je ne sais plus par qui, d'ailleurs c'était le Canard ou Mediapart, a été sorti du CAP 22. Édouard Philippe a demandé à tous les ministres, dans un document qui s'appelle CAP 22, de faire des propositions comme ils disent, de restructuration, de mise en synergie, de mutualisation, bref, de diminuer le service public dans toutes ses dimensions. Voilà. Et donc chaque ministère devait fournir un rapport. Ce rapport a été fourni. Bien entendu, Madame Nyssen nous a dit qu'elle ne l'avait jamais validé, mais n'empêche que ce rapport, en gros, il préconise la transformation du ministère de la Culture en ministère de l'économie culturelle et des industries culturelles. Il préconise la baisse le retrait de l'État un peu partout, le rejet vers les collectivités territoriales qui sont déjà en charge quasiment à 75% des budgets culturels, etc., etc. Et on voit bien, même l'humoriste du matin sur France Inter avait fait allusion à ce rapport en disant oui, je ne sais plus comment elle s'appelle, un nom belge, Van den Ecker, c'est ça, je ne me trompe pas, voilà, Charline Van den Ecker, qui avait dit, c'est un rapport en gros qui nous dit qu'il faut mettre la culture en synergie. Mais elle a dit, vous savez, quand on parle de synergie aujourd'hui, c'est qu'on veut dégager des personnels. Voilà. Mais c'est vite dit, mais elle n'avait pas tort. Et donc, on a véritablement une très grosse inquiétude. Et nous voulons, c'est le sens de notre appel à créer un réseau national pour l'art et la culture. C'est le sens aussi de notre participation, je l'ai signé, et d'autres l'ont signé, de l'appel de Montreuil, pour la tenue d'états généraux d'aujourd'hui. Jacques Ralite vient de mourir, mais tout le monde se rend compte qu'on n'a jamais eu autant besoin de tenir des états généraux aujourd'hui pour remettre l'art et la culture au cœur des enjeux sociaux, des enjeux populaires, pour la remettre dans le combat contre ces idéologies qui sont mortifères et qui sont en train
et qui sont en train de mettre à bas à l'encan l'art, la culture et l'éducation populaire, que sont les idéologies néolibérales qui veulent les réduire à des produits marchands, ou les idéologies populistes qui sont en train aujourd'hui de développer un obscurantisme tel qu'on se demande bien pourquoi les mairies continueraient d'avoir des politiques culturelles. Voilà, donc c'est un peu le sens de tout ça. Je ne veux pas en dire plus, je reviendrai dans le débat. Bien évidemment qu'on a une réflexion, qu'on a des propositions, mais en même temps, on est persuadé que les expériences culturelles qui se déroulent aujourd'hui, dans des conditions terribles, jamais le monde de l'art et de la culture n'a autant subi de contraintes austéritaires, de restrictions, voire même de censure. Dans ce contexte-là, il y a en même temps, comme dirait notre cher président de la République, il y a en même temps des expériences culturelles et créatrices positives qui se déroulent dans ce pays. Il y a des institutions qui se battent, il y a des artistes qui se battent, il y a une mobilisation qui peut avoir lieu, et nous voulons y contribuer en travaillant au fond à refonder les choses, parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas dans la défense d'un statu quo en crise qu'on trouvera seulement des solutions. Il faut aussi qu'on invente, et il faut qu'on invente avec ceux qui sont confrontés au quotidien à l'ensemble de ces enjeux. C'est pour ça que je leur laisse la parole. Merci Alain. Justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, David, en tant que directeur d'un centre dramatique national, créateur, justement, parler d'un service public de la culture, ça peut se concevoir comment? Je suis désolé, c'est un peu... Mais c'est un sujet qui est tellement énorme qu'on peut le prendre par des milliards d'entrées. Deux petites choses, deux petites anecdotes. Il y a 120 ans, Maurice Potcher quittait Paris et les mondanités, retournait dans son village d'enfance à Bussan, et il crée un théâtre sur un plateau de bois dans un champ avec des gens du village, avec des amateurs. Donc l'expérience a été tellement belle que l'année d'après il est revenu. Un auvent avait été construit par le village pour abriter les acteurs. L'été d'après, il y avait des gradins, puis l'été d'après, il y avait une maison en bois. Et cette maison en bois, elle s'est agrandie, elle est devenue un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Peuple, et qui est le premier édifice de la décentralisation culturelle et d'une démarche comme ça publique, de démocratisation. Deuxième anecdote, l'été dernier, suite à ce rapport qui faisait comme proposition de taxer 1 euro sur les places publiques, donc 1 euro taxé sur les places de chaque citoyen et de chaque citoyenne, 1 euro taxé pour financer le théâtre privé de Paris. Voilà. Donc quand on a dit à la directrice générale des services que c'était pas simplement, elle questionnait pas simplement sur qu'est-ce que ça veut dire, non, on disait juste non, ça ne passera pas. Bon, point, on arrête d'en parler, c'est tout. Et il nous a été répondu, il faudra bien un jour faire tomber le mur de Berlin qui existe entre le public et le privé. Voilà, le service public n'a jamais été aussi menacé, très clairement. Tous les services publics, évidemment les services publics culturels. Je dirige un CDN. Un CDN, c'est un des piliers de la démocratisation culturelle, de la politique culturelle à la française. On a fêté les 70 ans en 2017. Ils ont été créés dans une démarche de décentralisation, mais pas tant pour décentraliser, pas que tout se passe à Paris, mais parce qu'on était à un moment où, après-guerre, il fallait reconstruire un pays, reconstruire un peuple, et qu'il n'y a peut-être pas meilleur outil pour faire peuple que la culture et l'art. Que ce qui fait peuple, c'est pas comme certains voudraient nous le faire croire, des questions de racines, de couleurs, ou de territoire, ou de frontières, mais c'est véritablement la culture, celle que l'on hérite, celle que l'on crée avec les gens qui nous entourent, qui sont d'ici et qui sont d'ailleurs, et celle qu'on va transmettre à ceux qui vont nous suivre.
Et ça fait peuple. Et je crois que l'établissement que je dirige aujourd'hui à Rouen en est un bel exemple. Il est inscrit à Rouen, vous connaissez les lieux sans doute, hein, à Rouen, le Théâtre des Deux Rives, un petit théâtre de cœur de ville, à Petit-Queville, l'ancien théâtre Maxime Gorky, qui a changé de nom, ça aussi, c'est un signe, qui est inscrit dans une ville avec une population issue de l'immigration, voilà. Et puis un autre théâtre qui est en construction, qui peut-être un jour finira de se construire, et qui est à Mont-Saint-Aignan, dans une banlieue plus résidentielle, mais aussi juste à côté du campus universitaire. Donc 3 sociologies différentes qui permettent vraiment de travailler un projet de fluidité, de déplacement, de mouvement et de, on espère, mélange des populations et de leur réalité sociologique. Qu'est-ce que, comme ça, par où aller? Par où aller? L'idée d'un CDN, c'est de mettre la créativité au cœur des territoires, que la politique culturelle et que les œuvres naissent des territoires et que cela fasse politique culturelle à l'échelle nationale. C'est donc un pôle de production d'œuvres qui est implanté ici, et avec ces productions-là, eh bien, c'est toute une dynamique d'emploi, d'épanouissement intellectuel, de dynamisme pour une population qui a des fenêtres ouvertes sur le reste du monde, un peu en permanence, avec des gens qui viennent, encore une fois, des gens qui travaillent ici, et des gens qui sortent et qui tournent et qui font rayonner ce territoire. Par où aller? Je sais, moi, je me perds moi-même dans mes propres trucs. Peut-être les droits culturels, peut-être les droits culturels, on pourrait en parler, qui est quand même une feuille de route qui est assez belle. Donc les droits culturels ont été inscrits dans la loi récemment, et c'est un joli concept. En gros, chaque personne a des droits culturels. C'est pas simplement un service culturel qui lui est proposé et puis il le prend ou il le prend pas, mais des droits. Et j'aime à penser qu'en étant responsable public, en étant responsable culturel, si les gens ont des droits, moi j'ai des devoirs. Si les gens ont le droit de marcher librement dans la rue, il y a des gens qui ont le devoir de s'assurer qu'ils puissent le faire. Et ces devoirs-là, d'un coup, autant j'ai du mal à comprendre, parce que c'est un peu philosophique la question de droit culturel, je trouve, autant la question de devoir culturel, j'arrive à commencer à pouvoir le comprendre. Et ces devoirs-là, ils peuvent se décliner en plusieurs choses. Le devoir d'éducation, peut-être le premier, que les gamins puissent avoir un accès à la culture, mais pas que les gamins, tous les nouveaux publics, d'essayer d'aller à la rencontre de publics qui n'ont pas de pratique culturelle et d'essayer de les inviter, d'ouvrir les portes, de s'ouvrir sur le monde, de trouver le moyen de créer des ponts et d'éduquer. Éduquer non pas dans un sens descendant avec des gens qui sauraient et des gens qui ne sauraient pas, mais simplement proposer encore et toujours ce que propose l'art en général. C'est de proposer des œuvres comme des lieux de rendez-vous, des temps de rendez-vous, où ensemble, collectivement, on va se mettre à réfléchir, où ensemble, collectivement, on va se mettre à travailler notre regard critique, par le plaisir. C'est le propre de l'art et surtout du théâtre, c'est par le plaisir, par l'amusement, par une belle soirée, un bon spectacle, il se passe quelque chose de fabuleux qui est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, comment je l'analyse, comment je le nomme, en discutant avec mes amis ou avec des gens que je rencontre. Ce processus-là, c'est le processus critique, qui lorsqu'il est bien musclé, nous donne un recul critique sur ce que l'on voit. Plus on voit d'œuvres, plus on développe son regard critique, et plus on peut mettre à distance ce que l'on voit, plus on peut analyser. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, et qu'est-ce que je dis. Ce processus-là, lorsqu'on est bien musclé, et qu'on retourne dans le réel, dans la rue, et qu'on est assommé par des médias ou des politiques qui nous assomment avec des coups de réalité en permanence, nous faisant croire que la réalité serait une réalité, mais d'un coup, ce processus critique-là, il existe. Qu'est-ce qu'on veut me faire vivre, qu'est-ce qu'on veut me faire croire, qu'est-ce que je ressens, comment je l'analyse, comment je le nomme et comment j'agis dessus. Ce processus critique-là, il a complètement à voir avec l'émancipation des individus et c'est un outil démocratique, c'est un outil de liberté individuelle pour pouvoir construire collectivement l'idée d'un peuple. Le
je le perds encore. Bref, voilà. Donc cette éducation-là, elle est là en fait. C'est apprendre ensemble collectivement quand on quitte l'école, l'université, les endroits où collectivement on se met à réfléchir ensemble et où on peut en parler ensemble, où on peut agir ensemble. Ben, ils sont assez rares. La sphère politique devrait l'être, et puis en fait on se rend compte que c'est quelque chose encore une fois d'assez vertical et d'assez descendant qui a plus à voir avec la communication. Le deuxième devoir, c'est celui de l'accessibilité, le devoir d'accessibilité. Les discriminations dans la société, elles sont nombreuses, elles sont au nombre de 24. Voilà, elles sont énumérées par les sociologues. Et les empêchements à la pratique culturelle, ils sont liés aux discriminations, ils sont liés à des empêchements liés à la culture, liés au niveau d'études, qui sont liés à la zone géographique, qui sont liés à la classe sociale, qui sont liés à la couleur de peau, qui sont liés au handicap physique, qui sont liés à tellement de critères. Ben, c'est là-dessus qu'il faut pouvoir agir, il faut pouvoir ouvrir les théâtres et ouvrir les lieux de culture et les rendre accessibles. C'est un peu une priorité pour nous qui dirigeons les services publics. Et on a du boulot à faire. Et ça ne se passe pas d'une volonté politique, ça ne peut pas se passer d'une volonté politique, évidemment. Le troisième devoir est un devoir qui me tient particulièrement à cœur, et qui est quelque chose que je développe très très fort en travaillant au sein d'un collectif que j'ai cofondé qui s'appelle le collectif Décoloniser les Arts, et au sein du Collège de la Diversité pour le ministère de la Culture. C'est le devoir de diversité. Il s'avère que les lieux du service public en France, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas vides. Ils sont pleins. Ils sont plein de public, vraiment. Mais le problème, c'est que c'est un peu toujours les mêmes. Le problème, c'est que la culture se fait par les mêmes, pour les mêmes. Le problème, c'est que la culture qui est toujours prompte à s'auto-définir comme altruiste, généreuse, respectueuse, égalitariste, antiraciste, etc., et en fait, on a encore un ratio de 30% de femmes artistes et 70% d'hommes. Quand on parle de moyens de production, le ratio est encore plus faible. Les femmes que l'on programme leur donnent des moyens de production encore plus faibles que pour les hommes. Donc elles sortent des petites œuvres intimes souvent. Et là où les hommes vont avoir des grands plateaux bien larges, et voilà, c'est évidemment un vrai problème. Donc voilà, en juillet dernier, j'ai écrit une tribune qui a été signée par 39 directeurs et directrices de CDN, donc c'est pas rien, où on s'engage à avoir des programmations absolument paritaires et à partager nos moyens de production de façon vraiment 50-50. Diversité de la population aussi, qui à 30% n'est pas blanche. Ça fait bizarre, hein, ce chiffre-là. Il fait bizarre dans un pays où on nous a fait croire depuis toujours que les statistiques ethniques étaient interdites. Elles ne le sont pas. Simplement, elles ne le sont pas, elles ne sont pas appliquées. Donc avec des chercheurs de l'INED, vérifiés par le DEPS, validé par le défenseur des droits, Jacques Toupon, qui n'est pas le plus grand des gauchistes, mais qui en ce moment devient quelqu'un de mieux quand même que ce qu'il a été. Ce chiffre-là a été vérifié parce qu'on peut demander aux gens quelle est votre nationalité, quelle est celle de vos parents, de vos grands-parents, quel est votre patronyme, quelle est votre zone d'habitation géographique, parce que dans les DOM, là, il y a des statistiques ethniques, et on arrive à ce chiffre merveilleux, 30%. 30% de la population. Et avec mon collectif de pirates, Décoloniser les Arts, on a compté les chiffres de la culture. Je l'interdis à faire de l'hétérodéfinition, dire de quelqu'un, je considère que tu es perçu par le public comme non blanc. C'est monstrueux intellectuellement, mais il faut le faire. Il faut le faire pour savoir, pour comprendre, pas simplement, voilà. Et là, on arrive à 4%. 4% de représentativité de non blancs sur les plateaux de France, par rapport à 30%. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment absolument monstrueux, c'est que les classes asservies ont un peu évolué, ont un peu changé. C'est qu'il y a aujourd'hui une grande discrimination du racisme, un racisme d'omission, qui fait que près d'un tiers de la population française n'a pas accès à sa culture, ne peut pas être représenté dans sa culture et est privé de tout moyen d'expression. Au mieux, ça crée des contre-cultures, au mieux. Au pire, on sait très bien ce que ça fait parce que le besoin d'attachement collectif, culturel, il est inhérent à l'humain. Donc on va aller peut-être fantasmer le pays d'origine du grand-père, et peut-être le pire, aller dévoyer une religion. Et donc là, on a une urgence absolue à traiter ça,
Et je n'arrête pas de me bagarrer avec mes quelques amis, on n'est pas nombreux, pour trouver le bon vocabulaire, pour ne pas choquer les esprits, pour arriver à faire entendre cette réalité-là, qui est le racisme d'omission, qui n'est pas un racisme de haine, mais un racisme d'omission qui fait qu'on ne voit pas ceux et celles qui manquent, on ne voit pas... vous aurez compris le mur dans lequel on fonce, et si on n'agit pas vite, et par la culture, et là je reviendrai sur le début, par la culture qui fait peuple, qui peut rapprocher les individus malgré leurs différences, qui serait d'affirmer une culture commune en fait, de réaffirmer une culture commune, que lorsque on voit un noir, enfin, un petit exemple, il y a 2 ans, les Molières, il y avait 86 nommés, sur 86 nommés, il y avait 85 blancs. Il y avait une personne dans la catégorie humour, Sophia Aram. Bon, j'ai renvoyé mon matériel de vote et j'ai dit non merci, je ne veux pas prendre part à ça parce que cette culture-là, elle est irresponsable. Et parce que quand même, les Molières, c'est pour la majorité des Français l'image du théâtre. Hein. Donc, ils n'ont pas répondu. Très bien, j'ai fait une tribune, dans Télérama encore, pour le dénoncer. Ils n'ont pas répondu. Très bien, on a fait une manifestation devant, donc c'était assez joli, il y avait toute une ligne de gens de toutes les origines, de toutes les couleurs comme ça, avec des pancartes, le racisme de mission, l'État français est-il raciste, etc. Une ligne de Barrière Vauban, une ligne de CRS, une ligne de Barrière Vauban, et la ligne d'invités qui rentrait un peu gênés dans la salle, blanc et bien habillé. Et puis sur scène, les Molières ont répondu. Les Molières ont répondu, pas directement, mais ils ont mis sur le plateau une personne noire, dont la mission était d'aller toucher les invités, comme ça, les chatouiller, pour interrompre les remerciements trop longs. Et cette personne-là, donc elle mesurait 2 mètres de haut, hyper large, habillée en videur, en gorille, privée de parole, et rebaptisée Touchi-Toucha. Voilà l'image que l'on accepte du corps noir dans la culture de France. Celle d'un homme qui sera ici animalisé, ici abêti, ici rendu extrêmement sympathique, ici sexualisé, ici exotisé, mais en tout cas jamais on a une représentativité digne du peuple de France, jamais. La télévision publique, France 2, et là je m'arrêterai là-dessus, parce que je suis un peu long, pardon, la télévision publique est très volontaire pour donner des rôles à des acteurs perçus comme non blancs par le public, non blancs, non blanches. Très très volontaire. Donc ils arrivent à 14% de rôles donnés à des non blancs, non blanches. Dans ces 14%-là, 75% sont dans des rôles négatifs ou perçus comme négatifs. Négatifs, voleurs, perçus comme négatifs, éboueurs. Voilà. Et là on a une urgence là. Là on a une urgence parce que voilà une classe asservie en France aujourd'hui. Merci David. Tu as parlé un peu. Je pense qu'il y avait un certain populisme qui existe. On parlait d'une certaine manière tout à l'heure, et qui est un populisme culturel qui fait des ravages et qui déconnecte complètement l'art et la culture de la réflexion de celle qu'on doit avoir. Et je pense que une question peut se poser aussi, c'est comment on peut maintenant tisser des liens entre l'art, les artistes, la création et l'éducation populaire dans les cités, dans les entreprises. Véronique, peut-être sur ce point-là. Le centre André Malraux est un centre socio-culturel qui est situé sur les Hauts-de-Rhin, dans le quartier de la Grand-Mare, depuis 42 ans. Et le quartier de la Grand-Mare est un quartier à forte diversité culturelle. Donc forcément, on est bien obligé d'en tenir compte quand on dirige ce lieu. Et quand j'y suis arrivée il y a 5 ans, je n'y ai trouvé que des cheveux gris, mais sur des têtes blanches. Voilà, donc ça m'a étonnée parce que quand je me promenais dans le quartier, je voyais tout un tas d'autres gens. Et je me suis dit, c'est sûrement que ce qu'on y propose ne concerne que des personnes d'un âge déjà avancé, avec une sagesse déjà prouvée. Donc on a essayé de mettre en place des actions, des propositions, des temps de rencontre qui s'adressaient à d'autres types de populations.
Et c'est ça l'enjeu dans un centre socioculturel de quartier. L'enjeu, c'est ça, c'est la rencontre. C'est faire se rencontrer les gens entre eux, faire se rencontrer des gens avec des œuvres, avec des artistes entre eux parfois, des structures entre elles, parce que le quartier, enfin les Hauts-de-Rouen sont riches d'acteurs de tout type et de genres différents. Enfin, il y a les ADAR, l'école des beaux-arts qui est arrivée il y a 2 ans sur le quartier, il y a un CFA qui vient d'ouvrir, il y a des tas d'associations, même si elles sont mises à mal par des décisions brutales d'arrêt d'emploi aidé et de coupure de subventions. Donc il y a aussi des associations qui malheureusement mettent la clé sous la porte. Mais les gens sont toujours là, donc on prend le relais aussi dans un certain nombre d'actions. Voilà, donc on propose des expositions. Alors David a évoqué la question du droit culturel. Nous on est en plein dedans, c'est-à-dire que même si on s'appelle le Centre André Malraux, avec une vision de démocratisation culturelle, c'est-à-dire de dire aux gens regardez, ça c'est beau, je vais vous montrer que c'est beau et vous allez aussi trouver que c'est beau, pourquoi pas. Mais on fait aussi de la démocratie culturelle, c'est-à-dire on dit aussi aux gens, vous savez faire des belles choses, vous pouvez nous apporter des choses, on peut travailler ensemble à créer ensemble de belles choses. Et chacun a le droit d'exprimer ce qu'il trouve beau, ce qui est sa culture d'origine, sa culture ancestrale, et tout a le droit de citer au même niveau. Voilà. Il n'y a pas une plus belle culture qu'une autre. On essaye qu'il y ait des cultures et que finalement chacun puisse exprimer au plus profond de son intimité ce qui est sa culture. Et finalement, je crois que quand on touche au plus profond de l'intimité, quand on arrive à toucher ce qui nous touche le plus personnellement, finalement, on arrive à l'universel. Et voilà, c'est un peu l'enjeu de notre travail. Après, je peux citer plein d'exemples de choses qu'on a mises en place. Il y a des gens autour de moi qui sont concernés. Thomas est venu jouer 2 fois, enfin plusieurs fois, peut-être plus, sans doute plus 3 fois au moins. Ouais, voilà. Des spectacles de grande qualité et populaires au sens où on avait dans la salle des gens extrêmement différents en âge, en origine. On vient de passer 9 mois là, avec un accueil d'un groupe de migrants pris en charge, en tout cas accompagné par un collectif d'habitants. Et ça a été les premiers à assister à toutes les propositions culturelles, festives, de rencontres qu'on a organisées. Voilà, c'était vraiment les plus motivés pour être là et qui venaient le plus volontiers. Il y a Habib Feni dans la salle qui travaille lui en proche collaboration avec les habitants, puisqu'il va carrément chez les gens pour leur proposer de faire leur portrait, donc ça donnera lieu à une expo. Et puis on a accueilli récemment un spectacle du CDN dans nos murs. Voilà, donc en gros, moi ce que j'essaye c'est de faire feu de tout bois et de faire culture de tout, parce que et puis de faire rencontre de tout. Voilà. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on essaie de se dire voilà, comment on fait bouillonner, déborder pour que ça fasse rencontre. Voilà. Merci. Donc Feni Habib, comme l'a très bien expliqué Véronique, j'ai un projet avec le Centre André Malraux. Moi j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire par rapport à la question de la politique publique par rapport à l'art, la culture et l'éducation populaire. Alors, comment l'art peut-il aujourd'hui toucher le grand nombre? Faire sortir une personne lambda de son quotidien pour l'emmener à observer une œuvre d'art n'est pas chose évidente. Dans la majorité des cas, le public se restreint à réagir d'une manière radicale, c'est beau ou c'est moche, j'aime ou j'aime pas. Une sculpture, une photo, une peinture ont un récit à raconter. Chacun doit construire sa propre histoire, sans pour autant avoir des explications de l'artiste, car ça peut influencer le regard du regardeur. Cependant, c'est un avis personnel. Éprouver des émotions est nécessaire pour l'épanouissement de l'âme, de l'être. Les pouvoirs publics et toutes les institutions censées diffuser la culture ont un rôle, un devoir envers le peuple,
qui trop souvent est négligé sous prétexte de restrictions budgétaires, ou encore de cupidité car, soi-disant, il y a des priorités. C'est une priorité. Se nourrir l'esprit est un droit. Cependant, il faut faire la démarche individuellement pour y accéder. Je pense qu'il faut intégrer l'homme, la femme, le vieillard, le jeune, dans le processus de création, car tout un chacun est un artiste qui sommeille en lui. Il suffit de le réveiller, de stimuler son prochain. Comme exemple, je vais vous donner le street art qui est un meilleur... avec, je ne sais pas si certains connaissent, JR, qui a fait un projet avec les habitants, il les prenait en photo et après il collait dans leur quartier des photos d'eux en grand format. Après, je souhaite que tous les murs des villes et des villages soient peints, un peu comme au Brésil, où malheureusement la France n'est pas le Brésil, dans sa mixité, sa diversité, mais tire plus vers l'Afrique du Sud avant. Les images s'imposent déjà au monde par la publicité et autres, alors pourquoi pas par les peintures pour tout le monde. Merci. Thomas, tu es dans un collectif, dans même plusieurs, mais bon, au moins dans un, le Safran, et il y a des pratiques qui sont mises en œuvre par le Safran collectif, mais il y a aussi des besoins qui interrogent très fortement même les politiques publiques, et tu interviens aussi dans la rue, aussi. J'interviens là où je peux intervenir, en tout cas, parce que je pense que la place de l'artiste, elle est avant tout dans la cité. La cité, elle est constituée d'institutions, de lieux, d'endroits très divers, et je pense que c'est la place de l'artiste aussi. Je vais peut-être revenir sur 2-3 trucs. Moi, je vais me perdre aussi, je crois. Effectivement, je fais partie d'un collectif d'artistes, entre autres, parce que je fais aussi partie d'autres compagnies théâtrales. C'est un collectif qui existe depuis maintenant 18 ans, qui était avant constitué sous la forme d'une compagnie de théâtre. Moi, j'y suis rentré il y a 18 ans, au moment de la constitution du collectif, parce qu'à un moment donné, s'est posé la question de la création collective, ensemble, avec des artistes issus d'arts différents, tels la marionnette, le clown, le théâtre, la musique, la chanson, etc. J'en passe. Donc c'est donc constitué ce collectif avec un esprit très démocratique, puisqu'il fonctionne sous... ce sont les artistes qui font partie de ce collectif qui décident, qui prennent les décisions finalement, les orientations politiques et artistiques du collectif. Donc beaucoup de discussions, beaucoup d'engueulades au début, parce que la constitution d'un collectif c'est compliqué. Parfois des collectifs existent sur des périodes courtes, 2 ans, 3 ans, et puis après ils explosent. Ceci dit, c'est un collectif qui existe maintenant depuis 18 ans et qui a vu bon nombre de personnes, d'artistes le constituer. Certains font encore partie de ce collectif. Nous, on intervient souvent, très souvent, par manque de moyens. On joue souvent dans les centres sociaux, on joue souvent dans les hôpitaux psychiatriques, on joue dans les écoles, on joue dans les collèges, dans des endroits qui ne sont pas des endroits normalement orientés culturels. Ça nous arrive aussi bien entendu de jouer dans des festivals, de jouer dans des théâtres, mais on est aussi, on travaille beaucoup sur l'aspect, je dirais, social, des choses, on travaille beaucoup avec la population. Je peux parler d'un exemple très concret sur lequel je suis depuis 5 ans, parce que je travaille sur les discriminations. J'ai écrit un spectacle qui traite du harcèlement scolaire entre pairs, donc entre élèves. C'est un spectacle qui est issu de rencontres de la population normande, de gens de 14 à 60 ans, que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, et à partir de ces interviews, j'ai écrit un texte. Ce texte, j'ai voulu le monter avec des artistes professionnels, des artistes que vous connaissez certainement, des gens d'ici en tout cas, et c'est un texte qui a été mis en lecture à un moment donné dans un théâtre rouennais,
la chapelle Saint-Louis, pour ne pas le citer. Et je me suis dit à un moment donné, bon, comment est-ce que je vais faire pour faire la production de ce spectacle? Alors j'ai commencé à me tourner vers différents opérateurs, je me suis tourné vers aussi les subventionneurs, hein, les habituels, et je me suis rendu compte que il n'y avait pas de prise parce que je sors d'un collectif. Le collectif, c'est compliqué, c'est pas un metteur en scène qui a un nom, qui a déjà des productions reconnues, qui ont tourné à travers la France, etc. Donc je me suis trouvé fort dépourvu lorsque la bise fut venue. Et alors, ma foi, du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre le problème à l'inverse. Finalement, je vais remercier les comédiens avec lesquels j'avais préparé cette lecture, très gentiment. Je vais m'excuser auprès d'eux, leur dire, je ne peux pas monter la production de ce spectacle. Et je vais travailler plutôt avec des comédiens amateurs, et en l'occurrence, des comédiens jeunes, puisque on parle de harcèlement scolaire. Donc ça a un peu inversé un peu le propos, mais je me suis dit, tiens, du coup, je vais m'engager dans cette voie-là, et je vais travailler avec la population adolescente. Donc j'ai fait quelques résidences dans des collèges, donc j'ai pu avoir des subventions de la DRAC, subventions du département, mais pour agir directement auprès de la population. Et ce que je regrette souvent, c'est que finalement l'artiste, on le perçoit comme quelqu'un qui peut intervenir au niveau de thématiques sociétales fortes, mais on va le prendre aussi souvent pour un acteur social, un travailleur social, ce qu'il n'est pas, il est artiste avant tout. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de faire un travail vraiment artistique et en profondeur, et de réflexion aussi avec ces jeunes, puisque c'est un spectacle qui a été monté là très dernièrement et qui rejouera au mois de mai prochain. Bon, je ne suis pas là pour faire ma promotion. Vous parliez, Alain, tout à l'heure de la colère sociale qui n'est pas transformée, de l'émancipation de la population, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, il y a une colère sociale en ce moment. C'est une colère sociale qu'on étouffe, qu'on n'abreuve pas d'idées. C'est vrai que Macron, la seule fois où j'ai entendu parler Macron de la culture, finalement, c'était le fait, au mois de juillet dernier, de demander aux artistes, aux musiciens, à ceux qui chantaient, d'aller faire des chorales à la rentrée scolaire au mois de septembre, alors qu'on était en pleine vacances, et que du coup, c'était même pas préparé, cette histoire-là. Finalement, on demande à l'artiste de faire beaucoup, on lui en demande énormément. Aujourd'hui, le système de subventionnement, moi je ne suis pas très calé en termes de subventionnement, et à chaque fois que j'ai demandé des subventions, j'ai eu très peu, parce que soit on me disait, dernièrement à la DRAC, on me dit, par rapport à votre production, monsieur Rollin, nous, on ne donnera pas moins de 15 000 €. Mais moi, je ne demandais pas 15 000 €, je n'avais pas besoin de 15 000 €, j'avais besoin de 5 000, 6 000 €, ça me suffisait amplement. C'est de l'argent public, je sais comment le dépenser, je sais comment dire de quoi, pourquoi moi je m'en suis servi, etc. etc. Bon, voilà. On dit aussi bien souvent qu'on prête qu'aux riches, hein, mais bon. Voilà. Alors du coup, on répond aujourd'hui, les petits acteurs culturels, je dirais les chevilles ouvrières, si j'osais, font souvent, il y a beaucoup d'appels d'offres en ce moment. Les départements, les régions, les villes, il y a pléthore d'appels d'offres. Du coup, qui s'en empare? Beaucoup de petits acteurs culturels, de petites compagnies, parce qu'elles ont besoin de cet argent pour vivre, pour créer leurs projets. Et un appel d'offres, répondre à un appel d'offres, ça prend du temps. On n'est pas payé pour répondre à cet appel d'offres. Parfois, il y a 50 personnes qui y répondent, et puis il y a 5 personnes qui sont... parce que les sujets, parce que les projets sont peut-être plus intéressants, on donne à 5 personnes. Malheureusement, nous, derrière, on travaille. On essaie de mettre en place ces problématiques-là, enfin, en tout cas, ces projets-là. Vous parliez donc de la création d'un réseau national pour la culture, donc d'un RNC. Et moi, je reviendrai sur le CNR, le Réseau national de la résistance, qui quand même, à la sortie de la guerre, a été quand même un moyen pour la culture populaire, pour l'émancipation de la jeunesse, pour l'émancipation aussi des retraités, hein. La création de la sécurité sociale. Et c'est vrai que depuis bon nombre de gouvernements, on détricote quand même tout ça. Toutes ces belles idées
qui ont été mises sur la table entre les communistes, les gaullistes et bien d'autres, et qui ont réussi parce que justement on était dans une situation au sortir de la guerre où il fallait s'en sortir, il fallait recréer une société nouvelle, je dirais, avec des perspectives humanistes et valorisantes. Et depuis un certain nombre de gouvernements, je ne peux pas les citer, je ne les connais pas tous, je ne suis pas assez politique pour ça, mais c'est vrai qu'on assiste au détricotage de ça. Donc moi je dirais que créer un réseau national pour la culture, donc un RNC, et puis un CNR, puisqu'on n'est plus en période de guerre, ça serait pas mal, parce que effectivement le milieu culturel peut considérer qu'il peut rentrer un peu en guerre contre ce gouvernement qui effectivement, on ne peut pas dire qu'il soit très, très progressiste en matière de culture. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que un collectif d'artistes, c'est une proposition forte qui travaille souvent sur des problématiques sociétales. On travaille avec le handicap, on travaille avec les écoles, avec les collèges, on travaille voilà, sur des choses très, très différentes, et souvent, je dirais, avec très peu de moyens. Voilà. Et j'ajouterai, je terminerai peut-être là-dessus, heureusement que l'artiste en France bénéficie d'un système qui s'appelle l'intermittence. C'est ce pourquoi on s'est battu quand même pendant 10 ans, depuis 2003-2006, et que le gouvernement précédent est revenu, en tout cas a permis le fait qu'on revienne sur l'ancien système d'indemnisation des artistes, parce que s'il n'y avait pas ça, eh bien on interviendrait, on ne pourrait pas intervenir auprès de la population, parce qu'on manquerait de moyens, beaucoup de moyens. Je me suis perdu, j'espère. En tout cas, je pense que bon nombre d'artistes, et dans n'importe quel milieu artistique, que ce soit dans un CDN ou dans une petite structure associative, j'en vois de plus en plus, en tout cas, qui s'impliquent. Je le vois au CDN, il y a beaucoup d'implications par rapport à ce que tu disais, aux discriminations, le rapport homme-femme, le rapport aux origines, etc. Je trouve que l'artiste aujourd'hui s'implique de plus en plus dans ces problématiques sociétales, et justement c'est peut-être là, en travaillant avec les populations, qu'on peut arriver à faire remonter ces colères et à les transformer peut-être. En tout cas, j'espère. On est un peu quand même sur un réseau de résistance, aussi de proposition, mais aussi un réseau de résistance. Sylvain Brière. Oui, un bon cheminot qui chemine, j'espère que je ne vais pas me perdre, bien que je préférais le terme m'égare en deux mots. Oui. Décidément, c'est pour moi une semaine faste. Mardi, c'était le salon du livre de l'histoire sociale à Montreuil, dans le patio de la Confédération CGT, et c'était une rencontre avec Jean-Pierre Burdin, un camarade de la CGT qui m'a ouvert, moi, les yeux personnellement sur, effectivement, la culture. Et puis ce débat entre nous, en se disant que ça serait bien que l'organisation syndicale, la grande CGT, se préoccupe de cette question culturelle. Alors, semaine faste, parce qu'en plus, hier, c'était un coup de colère de cheveux gris et de cheveux blancs, voire pas de cheveux du tout, qui quelque part font plaisir et donnent confiance. Et puis aujourd'hui, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, à la Maison du Peuple, siège social de mon syndicat, où vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il y a une scène derrière vous. Donc effectivement, ça servait, ça a servi. Et là, c'est mon parti qui revient sur la question, et en l'occurrence à l'avant-veille d'un congrès où je pense qu'effectivement il y a tout lieu, au même titre que tous les autres sujets, mettre en bonne place cette histoire de la culture. Et moi je pense qu'effectivement de partir de Cap 22, c'est une bonne introduction. Déjà parce que Cap 22, ça ne dit pas grand-chose à grand monde dans ce pays. Mais Cap 22, c'est la même chose que ce qui se passe actuellement à la SNCF. D'ailleurs, Cap 22, c'était en octobre 2017 par Édouard Philippe, et c'était dans le même temps que celui-là missionnait, en l'occurrence, Jean-Cyril Spinetta, pour casser la SNCF. Là n'est pas le propos, mais c'est
c'est une stratégie d'ensemble à laquelle on a à faire face. Et donc c'est bien de repréciser 2 ou 3 choses sur le sujet. Alors c'est vrai qu'on peut partir tout azimut, mais il y a quelques urgences quand même. Parce que les dégâts sont là, et les dégâts vont au plus près. Alors moi je retiens qu'un point, hein. C'est les difficultés actuelles que peuvent avoir, et tout particulièrement nos municipalités, parce que tu le disais à dessein, c'est quand même dans beaucoup de municipalités communistes que justement cet effort culturel a eu lieu, et avec notamment la création d'écoles de musique, qu'on appelle maintenant des conservatoires, et qui sont bougrement en difficulté, parce qu'au fil des années, eh ben, effectivement, et tout particulièrement avec le précédent quinquennat, l'État se désengage complètement du financement de ces écoles. Et donc c'est une vraie problématique. Donc voilà, on est face effectivement à des gens qui n'ont de cesse de décerveler, d'abrutir les masses. De vous à moi, ils ont marqué quelques points quand même. C'est pas simple. Hein. Donc on a du pain sur la planche, mais on a bon appétit. Tout en se disant, parce que forcément ces images de cette semaine, moi je ne m'illusionne pas, mais bon, c'est un jubilé aussi cette année par rapport à un grand mouvement social qui s'appelait 68, et qui me vient depuis quelques jours une impatience de printemps, hein, et dire, et témoigner peut-être, et dire que c'est aussi dans des mouvements sociaux qu'il y a des formidables accélérateurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, ne laissons pas de côté cette question de la culture, et moi je vais vous citer une anecdote. Ça s'est fait de façon très très magique, en novembre-décembre 95, alors me voilà parti un peu ancien combattant, mais les cheminots démarraient une grève, et à la fin de la première semaine de la grève, se voyaient offert par des jeunes étudiants de la fac, qui étaient d'ailleurs également dans le mouvement, une pièce de théâtre, à Ouessel, sous un chapiteau, et cette pièce de théâtre, ça s'appelait « La mort du patron ». Voyez-vous? Alors, jeunes créateurs, n'hésitez pas, hein. Moi j'espère pouvoir en enterrer quelques-uns bientôt, hein. Ma pique est prête, hein. Les têtes dessus ça peut faire saillant, hein. Mais voilà quoi. Le dernier mot, c'est qu'effectivement, c'est vraiment, en plus dans des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons actuellement, effectivement c'est la dernière roue du carrosse, la culture, et on met ça à l'esprit, et faisons en sorte effectivement, chacun d'entre nous, là où nous sommes, de donner à nouveau quelques repères sur le sujet. Moi je sais qu'il y a aussi quelque chose qui m'anime tout particulièrement, c'est la culture en entreprise, la lecture en entreprise, toutes ces choses-là où je vois que dans la période, y compris même dans mon organisation syndicale, et pourquoi pas, on a des choses à dire pour effectivement continuer d'ouvrir les yeux et d'avoir le sens critique pour effectivement ne pas être avalé n'importe quoi. Et dans la période, moi, je sais que les couleuvres, je n'ai pas pu les avaler personnellement. Voilà. Merci,